texte que je vais vous lire de façon plus dynamique, n'est-ce pas, pour éviter de m'endormir moi-même. Mais en partant de l'idée qu'on a un cadre théorique, on a une définition, et comment on peut, en allant sur le terrain, parce que c'est ça qu'on a fait, donc en allant sur le terrain et en faisant des entretiens avec les acteurs, comment on peut faire le lien, en fait, entre la théorie et la pratique. Et donc, on est allé sur le terrain et pour tenter de voir comment aussi il était possible de faire le lien avec l'idée de l'interaction entre les acteurs. Et là, on a dégagé un certain nombre de thèmes à partir d'une centaine de facteurs qu'on a identifiés. Le rôle de l'État, la participation et la logique communicationnelle, les intérêts économiques, la connaissance, les valeurs, le territoire et son développement, et aussi l'incertitude. Alors, je défile en essayant en espérant que tout ça va se faire en 15 minutes. Je me suis chronométré moi-même et ça donnait 15 minutes. Alors, donc, j'espère qu'on a tous la même heure. Depuis quelques décennies, l'État tend à jouer le rôle de partenaire du développement économique en confondant son rôle de garant de l'intérêt général et du bien commun avec celui des entreprises économiques. C'est une situation que des acteurs évoqueront en insistant sur le fait que l'État doit préserver son statut politique en étant le garant des institutions et d'un ensemble de conditions qui permettent d'éclairer les citoyens sur la nature même des projets économiques. Or, sur cette question, l'État n'aurait pas joué son rôle, incapable de prendre suffisamment ses distances par rapport à l'industrie gazière. Une politique publique qui s'appuyait sur le laisser-faire en laissant aux entreprises le soin de gérer la filière gazière et les incertitudes, alors que l'État se contentait de suivre les débats au même titre que n'importe quel autre acteur en se positionnant toutefois du côté de l'industrie. Qui fait quoi? Telle est la question à laquelle plusieurs sont confrontés devant une industrie qui prenait la place de l'État ou qui s'y substituait, par exemple, lors des rencontres publiques en assurant l'encadrement de la participation et la transmission de l'information. Ces rencontres organisées par l'industrie, mais aussi par les comités consultatifs, constituaient un ensemble de mécanismes de concertation où l'État pouvait maintenir à distance la démocratie représentative et participative. Dans ce mode de participation, c'est le rapport aux politiques, compris comme le partage d'une norme commune ou d'un idéal, par exemple la justice, qui se trouve fragilisé, parfois discrédité et remplacé par une dynamique qui consiste à gérer des risques au fur et à mesure que les problèmes surgissent. C'est par le biais de l'État que les citoyens peuvent intervenir à partir des institutions qui facilitent l'accès à des espaces publics de démocratie participative. Le BAP fait partie de ces lieux de prise de parole que l'on juge nécessaires, mais insuffisants quant à ses formes de participation. Si l'écoute sert de référence relationnelle entre les experts et les citoyens, peu de place est réservée pour la controverse. La séquence du processus de participation selon la formule décider, annoncer, défendre ne permettait pas de reconnaître pleinement les capacités d'agir et de décider des communautés locales et des citoyens. Dans le cadre des rencontres au comité d'évaluation environnementale stratégique, les prises de parole ont largement ciblé l'incongruence de la présence de représentants de l'industrie, mais aussi pour signifier lors de ces rencontres, par une mise en scène artistique, que le territoire est une frontière au capital débridé. Vous n'entrerez pas chez nous avec des cartes géographiques où on avait ciblé les lieux où les populations avaient signé cette pétition. Une façon de construire l'ancrage territorial et la résistance. Mais c'est particulièrement du côté des rencontres organisées par les entreprises que la participation a révélé des tensions telles qu'il fut impossible de construire un débat entre l'industrie et les citoyens. En se positionnant comme juge et partie, l'industrie ne pouvait que rendre le dialogue impossible devant un public qui demandait que soit mis en place un échange médiatisé par un tiers pouvant garantir un dialogue dans le dépassement des conflits d'intérêts. Il fallait alors poser des questions de fond
dans un rapport d'égalité entre citoyens et experts, entre ceux qui prétendaient à la certitude devant ceux pour qui l'avenir était plutôt incertain. D'autre part, la logique communicationnelle adoptée par l'entreprise, en se présentant comme des amis, où les acteurs doivent être promoteurs et partenaires de l'industrie, laissait entendre qu'il y avait absence de conflit, alors que partout sur le territoire, autant du côté des municipalités, de l'UPA et des comités de vigilance, le mouvement indiquait à l'industrie qu'il n'était pas la bienvenue dans ses manières de faire. De plus, l'argument économique comme le fondement de la communication ne pouvait répondre aux attentes des citoyens concernant les incertitudes sur les risques de la filière gazière. Le soutien financier à des projets locaux, rénovation par exemple de presbytères, était perçu par certains comme une façon d'acheter la paix publique et de mettre fin au débat. Une approche communicationnelle qui se déployait également dans un environnement plus proche d'une démarche de marketing que d'un questionnement fondé sur la controverse en regard de nos références communes sur le vivre ensemble. Est-ce qu'on veut de ce projet comme société, demande l'UPA. La fragilité du lien social, réduit à sa dimension d'intérêt économique, pouvait difficilement rallier l'ensemble des citoyens. Des amitiés intéressées, médiatisées par l'argent, comme garant de la bonne entente. La question que plusieurs posaient était alors de savoir si le territoire agricole avait plus de valeur que l'argent qu'il pouvait rapporter. Autrement dit, la richesse pouvait-elle se réduire à une question de croissance financière? L'industrie pouvait toujours se promouvoir d'une éthique entrepreneuriale, mais celle-ci restait liée à la possibilité de créer des relations d'affaires sans que celles-ci soient inscrites dans un souci commun du développement des territoires. L'argent pouvait alors servir d'écran aux conséquences sociales et environnementales que pouvaient entraîner en amont et en aval des activités gazières. Par exemple, des rencontres avec les propriétaires agricoles pour l'accès à leurs propriétés, négociées sur la confidentialité, provoquaient un état d'isolement des citoyens, une façon de briser les solidarités territoriales. La connaissance constitue pour les citoyens le moyen incontournable pour construire une argumentation qui vise à consolider les débats en s'appuyant sur des faits, mais aussi sur une quête de vérité parce qu'il y a bien des mensonges. La connaissance devient alors ce qui permet de poser le sens même de toute activité économique. Par leur connaissance, les citoyens affirment le principe d'égalité dans leur rapport avec les experts, tout en évitant que la connaissance s'impose comme une certitude. Point alors de connaissances supérieures, mais des connaissances qui doivent être mises en relation et débattues. Dans cette prise en main de la connaissance, il y a cette revendication du principe de la reconnaissance de la capacité de jugement de tout individu, sans que celui-ci se présente en qualité d'expert ayant le statut du chimiste, de l'ingénieur ou du scientifique. Pour leur défense et par souci de légitimité, les citoyens adoptaient une position de recherche de cueillette de données qui reposait sur une information juste, rationnelle et rigoureuse. Ils concevaient également la connaissance comme une totalité, contrairement à ce qu'ils dénonçaient dans leur rapport avec l'industrie, qui ne montrait, disaient les comités de citoyens, qu'un seul côté de la médaille, mais aussi avec les institutions politiques, comme la CPTAQ, dont on jugeait que la connaissance était morcelée. Dans les voyages organisés en Pennsylvanie, la connaissance n'était pas seulement une quête d'information, puisque l'on disait qu'elle était suffisante pour défendre la position en défaveur de la production du gaz de schiste, mais d'aller sentir et comprendre le vécu et les problèmes de ceux et celles qui subissent les conséquences négatives de cette production, dont la déstructuration des communautés. Une connaissance qui était plus près d'une conception qui évite la coupure entre l'individu et le monde. Une intention d'aller vers le monde afin d'apprendre, de comprendre le sens du vécu. Une façon de reprendre les principes de la connaissance tels qu'énoncés dans cette ancienne formule que l'on connaît, qui est un peu notre héritage chrétien, voir, juger et agir, en la complétant par l'idée d'y intégrer la notion du sens, le vécu, le vivre ensemble, dont celui qui consiste à partager ce que nous avons en commun afin de préserver l'humanité. Nous sommes en grande partie en milieu agricole et même si l'augmentation de la production et de la rentabilité sont considérés comme des objectifs parfois incontournables, tout ne peut être réduit en simple valeur monétaire ou à la valeur des titres en bourse. Quand l'argent sert de lien d'échange et de stratégie comme preuve d'amitié,
et comme le fondement même du développement du territoire, était alors laissée à l'ombre du productivisme, la part essentielle de la condition humaine, c'est-à-dire cette volonté d'agir avec civilité, de débattre, de prendre position et de réfléchir dans l'esprit de la convivialité. C'est du moins l'esprit dans lequel le comité de vigilance avait organisé les voyages en Pennsylvanie, en ayant comme mot d'ordre le respect des opinions contraires, sans toutefois se laisser prendre par l'idéologie dominante qui individualise la prise de décision en laissant croire que c'est chacun son choix. Il fallait mettre la pensée dans le cadre de la territorialité pour que le choix de la décision puisse orienter le développement non seulement pour soi, mais aussi pour les communautés locales et la société. Dans cet effort collectif de réflexion citoyenne, par des individus se disant des gens ordinaires exerçant leur capacité de jugement, il avait bien cette intention de revendiquer la possibilité de faire les choses autrement. C'était aussi prendre conscience que le monde industriel est rempli d'illusions avec ses promesses d'un nouveau paradis, un Klondike, comme le laissait entendre l'industrie gazière et l'État. Ces illusions créées par la société de consommation qui enfermaient les individus dans le confort et l'indifférence, comme le soulignaient les citoyens en se référant au film de Denis Arcand, devenaient un obstacle structurel à la capacité de pouvoir agir en société. Vient alors le repli sur soi, le poids du silence, devenu la norme à laquelle les citoyens étaient confrontés. Des élus préférant le silence à la discussion, provoquant ici des malaises au sein de la communauté. Un silence qui se superposait aux ententes contractuelles entre l'industrie et les propriétaires. Le silence également sous l'emprise parfois des influences qui venaient refouler la possibilité de tout débat sur les certitudes. Le silence vécu par les citoyens comme insoutenable devant la démesure appréhendée. Dans le contexte d'une lutte contre un modèle industriel que l'on pourrait qualifier d'aterritorial, le slogan qui a servi de pétition pour un moratoire sur les gaz de schiste, « Vous n'entrerez pas chez nous », possédait une signification qui s'inscrivait dans une longue histoire des mobilisations territoriales. Vous n'entrerez pas chez nous dans cet espace à la fois privé et public de n'importe quelle manière, en ayant entre les mains la loi sur les mines, qui est comprise par les habitants du territoire comme une agression. Une agression puisqu'elle subordonne la loi sur l'aménagement du territoire, mais aussi parce qu'elle vise à désacraliser le rapport à la nature. Ma forêt, disait un agriculteur occupant un poste important à la Fédération de l'Union des producteurs agricoles, c'est autre chose que du prélèvement, c'est de l'aménagement, c'est aussi quelque chose de sacré. Il s'agissait alors de fixer les conditions d'entrée afin de préserver le territoire contre les abus d'une économie qui reposait sur l'expansion de la rentabilité ou du pouvoir de l'argent et du progrès soutenu par une industrie qui menaçait un développement économique tissé à même des institutions locales. Autrement dit, les conditions territoriales d'entrée, où l'on posait la question sur comment, pour qui, pourquoi et quand ouvrir la porte à l'industrie du gaz de schiste n'avaient pas eu de réponse pouvant convaincre les acteurs d'une harmonisation avec le modèle de développement économique local. Une conception du développement territorial qui s'arrimait mal avec un modèle qui reposait sur une croissance rapide, immédiate et sans lendemain. C'est donc une manière d'affirmer que le territoire est un espace politique et non seulement un lieu d'appropriation au nom du seul droit de propriété au détriment de l'autonomie et de la reconnaissance des institutions politiques locales qui s'appuient sur la démocratie représentative et participative. C'est la raison pour laquelle il devenait impératif de réformer les institutions de développement afin d'harmoniser et de rendre plus cohérent le lien entre la légalité et la légitimité. Cette idée se manifeste par exemple par la revendication de la protection du territoire agricole contre une éventuelle occupation démesurée de l'industrie gazière, dont l'enjeu était pour les citoyens de choisir entre le pactole ou la nourriture. L'approche territoriale acceptable reposait alors sur le maintien de la durabilité de la vie politique, sociale et biologique. Une finalité que l'industrie des hydrocarbures ne pouvait garantir, étant plus préoccupée par son intérêt avoué pour le profit comme principale source du développement économique. Les interactions entre les acteurs ont été alimentées et soutenues par le réseau de vigilance qui a suscité la politisation, c'est-à-dire la controverse,
autour d'un rapport de pouvoir considéré comme illégitime. La mobilisation, si elle a mis fin à l'exploitation du gaz de schiste, elle n'a pas mis fin à ce rapport de pouvoir qui se reproduit dans le cas des projets pétroliers. Le mot d'ordre des comités de citoyens était de rester vigilants. C'est elle qui pointe l'incertitude, le doute qui permet de maintenir nos institutions politiques. Cette synthèse, c'est celle des rencontres que nous avons eues. Il me reste 2 minutes, mais c'est merveilleux. Cette synthèse est celle des rencontres que nous avons eues avec des membres de l'UPA, des comités de citoyens, le monde de l'industrie et également des élus locaux. Alors, ça ne fait d'une certaine manière que rendre compte de manière théorique, je dirais, et pratique, parce que les acteurs réfléchissent aussi sur les conditions de l'acceptabilité sociale et que cette synthèse ne faisait que rendre d'une certaine manière la définition, le cadre dans lequel on a tenté de comprendre ou d'orienter la recherche autour de l'idée, je note les termes qui me semblent importants dans la définition, la question du politique, la question du socio-technique, c'est-à-dire le rapport entre le social et l'emprise de la technologie dans nos sociétés, qui se manifeste par un mode de régulation qui tend à s'imposer, mais contre lequel les comités de vigilance, les réseaux de vigilance permettent de croire qu'il est encore possible d'intervenir malgré les marges de manœuvre qui sont parfois minces, mais qu'il est toujours possible d'intervenir dans cette interaction avec des acteurs, dans des échelles aussi importantes, puisque les échelles sont celles du local, ils sont celles du régional, ils sont celles du national, voyez-vous, et ils sont celles du mondial. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est celle de la Marche mondiale des femmes, par exemple, où dans ces échelles, il a été possible de se rallier également à la fois au niveau local, mais en même temps au niveau mondial, dans un contexte où la mondialisation est menacée par l'emprise d'une conception globale de nos sociétés qu'on appelle la globalisation, qui ne permet pas nécessairement de pouvoir réfléchir collectivement en posant au centre même de l'agir, la reconnaissance de la capacité réflexive des acteurs. Et pour avoir vécu des luttes et pour avoir participé également à des luttes en tant que citoyen, dont celle qu'on a vécue il n'y a pas tellement longtemps autour de la question éolienne, et par la suite sur la question des gaz de schiste, cette dimension importante qui m'apparaît en tout cas comme étant un des enjeux les plus importants de nos sociétés actuelles, où la vie est à la fois menacée par des changements climatiques, mais en même temps par une conception de l'individu qui est souvent réduit à une conception purement objective, dans le sens d'un objet, si vous voulez, d'une fin à quelque part, de la conception de l'individu comme étant un sujet. Et donc, l'idée de l'objet, c'est-à-dire ce cadre dans lequel on essaie bien souvent de limiter la capacité réflexive des individus, me paraît en tout cas quelque chose auquel l'ensemble des acteurs regroupés au sein de comités de vigilance sont sensibles, sont conscients, cherchant à inscrire dans l'espace, dans le territoire, cette capacité de pouvoir reconnaître que nous sommes encore
des humains, quoi. C'est peut-être le seul principe qu'il faudrait reconnaître.